Bonjour à tous et bienvenue pour la 20e édition de l'Apérocode sur un sujet brûlant que tout le monde attend, quoi de neuf dans PHP 8? Donc j'espère que vous m'entendez tous et nous allons parcourir un peu les nouveautés de PHP 8 et apprendre à coder proprement. Donc je vous propose cette présentation autour de 4 axes. Celui qui fait le plus de bruit, c'est le JIT. Les nouveautés qui vont faire plaisir à tous les développeurs. PHP type enfin son jeu et attention à la casse. Mais avant tout, commençons par un peu d'histoire. Parce que vous vous demandez tous d'où vient le PHP. PHP est né en 1994 dans la tête d'un Groenlandais canadien, Rasmus Lerdorf, et qui avait un site web. Et il voulait un peu traquer les personnes qui visitaient son CV. Donc il a fait un ensemble de binaires en C qui lui permettait d'identifier les utilisateurs de récupérer des infos dessus. Et puis au fur et à mesure, il l'étoffa jusqu'à avoir un outil assez complet qui pouvait communiquer avec des bases de données qu'il nomma Personal Homepage Tools. Puis voilà, un an après, il l'ouvrit au monde en 1995. Il est devenu open source et il le nomma Personal Homepage Form Interpreter. Après quelques refontes du langage, on arrive en 98 où deux personnes très importantes pour PHP s'y intéressèrent, Ziv Suraski et Andy Goodsman, qui étaient des étudiants de Tel Aviv et qui, en projet de fin d'études, se sont intéressés au moteur de PHP. Donc, ils ont appelé Zend Engine, Zend concaténation de Ziv et Andy, et qui ont un peu révolutionné le PHP. Parce qu'ils l'ont dynamisé et rendu beaucoup plus professionnel, on va dire. Donc là, PHP a vraiment pris son essor. Euh, il aura quand même fallu attendre 2004 pour avoir un vrai langage orienté objet. Il avait pris un petit peu de retard. Jusque-là, il y avait du pseudo-objet, mais c'était plutôt des tableaux déguisés. Mais la version 5 a permis de revenir un peu dans la course. Ça a ça a été une version qui a duré un peu longtemps avec l'avènement des traits en 5.4. Et puis voilà, la 5.6 qui est vraiment restée importante jusqu'en 2015 où la version 7 est arrivée. La version 7 a un peu révolutionné PHP. Donc, parce que Ziv et Andy ont revu leur moteur, le Zend Engine, et ont permis de diviser quasiment par deux les temps de réponse et les perfs. Donc, voilà, une mini révolution au sein de PHP. Donc, si vous regardez sur la droite, vous vous demandez sûrement ce qu'est cette pile de peluches d'éléphants. Et ben en fait, c'est la mascotte de PHP. Donc, en 98, année importante pour la France, et ben il n'y a pas eu que la Coupe du Monde. Il y a eu un Français, Vincent Pontier, qui a généré la mascotte de PHP, donc un éléphant. Il est parti des lettres et il a vu, comme vous voyez ici, euh, un éléphant dans les lettres PHP, en plus du fait il y avait les PH de éléphant. Donc il a dessiné les trois lettres en forme d'éléphant et c'est devenu ce logo éléphant avec marqué PHP dessus, décliné en de nombreuses peluches qui s'arrachent à toutes les conférences. Donc voilà, l'image d'avant, je vous la remets, c'est la collection de Sébastien où il en a plusieurs. Euh, Sauf que Seb, on n'oublie pas quelque chose sur la version 6. Non, non, on parle pas de ça, nous, c'est... Ah, ok. Non, non. Bon, admettons. Bon, je passe à la suite. Euh, Petite allusion à l'apérocode 18, donc sur les navigateurs. Rappelez-vous comment briller en société, fait par Mathieu et Sébastien. Donc, je voulais revenir sur cette slide pour vous situer où était PHP dans ce contexte. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce schéma. On avait le navigateur, un appel sur le serveur et il revenait grâce à une réponse. Et ben, PHP arrive sur le serveur. Donc, à partir de son navigateur, on appelle un fichier avec une extension PHP et pas HTML pour appeler un script PHP. Sur le serveur,
un serveur HTTP tel que Apache ou le logiciel russe Nginx permet de traiter ce PHP, de le transformer en HTML, CSS, JS, grosso modo, qui est retourné et lu par le navigateur, et c'est comme ça que les pages web s'affichent. Un classement que j'ai trouvé très intéressant, qui classe un peu les langages par dépôt sur GitHub. Donc GitHub, on le sait tous, c'est quand même en vogue aujourd'hui, il y a beaucoup, donc je pense que ça reflète le dynamisme de chaque langage. Donc on voit ici depuis 2014 l'évolution des grands langages, des principaux langages, où on voit une déclinaison de PHP, une petite déclinaison de Java aussi, donc ces langages un peu anciens, au profit des langages modernes tels que TypeScript, où on voit une fulgurance. Il y a aussi Kotlin, mais il n'est pas là, mais il y a une forte progression de Kotlin aussi. Et de Python, qui a la cote en ce moment. Donc voilà, j'ai trouvé ce classement assez intéressant. Mais Seb, tu as peut-être une petite Ouais, précision? on voit un petit déclin, mais c'est sous le prisme de l'algorithme du graphique de GitHub qu'ils ont présenté lors de leur Octoverse. Mais il faut garder à l'esprit que malgré tout, PHP n'est pas mort. En 2020, il y a eu beaucoup de demandes pour des profils de développeurs, toutes techno confondues, mais parmi ces classements, en tout cas aux États-Unis, ZDNet a remarqué que la demande la plus forte en termes de nouveaux profils de développeurs, c'était sur du PHP. Donc contrairement à la rumeur, PHP n'est pas mort. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc attaquons le cœur du sujet. Donc après cette petite histoire, qu'est-ce que PHP 8? Quelles sont les nouveautés? On va prendre celle qui fait le plus de bruit. C'est vrai que PHP 8, tout le monde a entendu, ça y est, l'avènement de Git. Donc, attaquons Git. Mais avant tout, qu'est-ce que Git et pourquoi Git? Quand le développeur crée une application, il le fait dans un langage humanisé qu'il comprend, qu'on appellera code source, alors que la machine, le serveur, lui, décrypte un autre langage, un code machine qui est binaire et qui est composé de 0 et de 1. Donc autant vous dire que développer, coder avec des 0 et des 1, c'est pas facile. Donc il fallait cette traduction, et il y a un langage intermédiaire qui s'appelle bytecode, qui permet un peu de dynamiser cette traduction avec une étape entre les deux. C'est là qu'intervient Git. Git, Just in Time, permet la compilation à la volée de ce code entre le bytecode et le code machine. Donc pour ceux qui ne comprennent pas le mot compiler, c'est en gros de la traduction dynamique. C'est comme si on passait du français à l'anglais immédiatement. Donc voilà, il faut être bilingue, mais ça va très vite. Mais en gros, c'est ça. Alors, le Git est vieux. Il a été introduit en 1960 par des travaux sur Lisp, donc c'est très ancien, et surtout amélioré et fortement utilisé dans les années 80 par Smalltalk, donc un langage orienté objet qui en a influencé beaucoup d'autres, tels que Java ou Python, pour ne citer que. Donc voilà, le Git c'est pas nouveau, c'est un sujet qui est là depuis très longtemps. Mais avant d'attaquer Git dans le PHP, comprenons le PHP. On va s'attaquer vraiment au fonctionnement de PHP. Donc qu'est-ce que PHP? PHP est un langage interprété, différent du langage compilé comme Java par exemple. La différence se fait au niveau de la compilation, c'est-à-dire que les langages compilés ont besoin d'une compilation manuelle déclenchée par le développeur. Dans les faits, un développeur PHP, quand il code, il recherche sa page dans le navigateur, il voit directement et il peut continuer à travailler. Le Java, quand il travaille, il va prendre un café pendant 5 minutes, le temps que ça se compile avant de voir ce qu'il fait. Donc voilà. Pas bien de troller. Comment voilà, de la soirée, ouais. donc, on peut se demander comment on passe du PHP à l'HTML. Et c'est là où, Jamy, comment ça marche? Eh bien, tout à fait, Fred. Comment ça marche le PHP? Eh bien, tout d'abord, on part des sources en PHP, donc le code source écrit par le développeur, et on va le donner à manger au moteur PHP. Et le moteur PHP, il va travailler en plusieurs étapes. La première étape, c'est le lexer ou tokenizer. Donc, en gros, ça va découper votre code source en
plein de petits mots-clés qui font du sens pour lui. C'est là où on vérifiera aussi que si on utilise des mots-clés qui ne sont pas valides. Et tous ces mots-clés qu'on appelle des tokens, il va en faire une grande collection qui correspond en gros à tout ce qui se passe dans votre script. Une fois qu'on a tous ces tokens, on va aller passer à l'étape d'après, qui s'appelle le parseur. Le parseur, lui, il va prendre toute cette collection de tokens, vérifier qu'ils vont bien ensemble, qu'ils s'enchaînent correctement, et les regrouper par notions logiques, dans des petits groupes qui font sens et qui s'enchaînent les uns les autres, selon ce qu'on appelle un arbre de syntaxe, ou en anglais abstract syntax tree, qui va servir en gros à définir tous les chemins possibles logiques à l'intérieur de votre script et de votre programme. Cet arbre de syntaxe, ensuite, une fois qu'on l'a construit, un petit peu nettoyé, optimisé, on va le passer à une étape qui s'appelle l'OP-code compiler, qui va prendre chaque groupe de tokens dans cet arbre syntaxique et le transformer dans une représentation intermédiaire qu'on appelle l'OP-code. L'OP-code, c'est l'équivalent PHP du bytecode qu'on connaîtrait sur d'autres langages. Et ce sont toutes les opérations de base que le langage sait envoyer au reste de la machine. Et donc ces OP-codes, une fois qu'on les a tous bien définis, listés dans le bon ordre avec les bons paramètres, etc., on les passe à la Zen Virtual Machine. Et tout ça, en fait, cette Zen Virtual Machine, elle va lire les OP-codes et elle va les faire correspondre en instructions machine que le processeur de la machine saura interpréter, exécuter, et avec lesquelles il vous donnera votre résultat. Et donc si on reprend toutes ces étapes dans un schéma global, on va retrouver cet enchaînement avec lexeur, parseur, compiler, ZenVM et ensuite le processeur de la machine qui va traiter toutes ces instructions. D'accord, c'est bien plus clair. Et là, vous pouvez voir pourquoi une telle révolution en PHP 7, c'est grandement grâce à l'AST, à l'arbre, donc comme a expliqué Seb. Mais donc du coup, on arrive bien à identifier ce qui prend du temps dans PHP, c'est ces 3 étapes qui permettent de passer du langage structuré au langage interprété par la Zen Virtual Machine. Du coup, comment on pourrait dynamiser? Il faudrait du coup mettre ce langage en mémoire. Et ben, c'est ce à quoi ils se sont attaqués, le cache d'OP-code. Donc, mise en cache, ça veut dire mise en mémoire, pour un peu pouvoir réutiliser le code déjà traduit. Avant la PHP 5.4, on utilisait une extension créée par la communauté qui s'appelait APC et qui permettait de gérer un peu le cache. Puis Zend a proposé une extension qui s'appelle Zend OP Cache, qui l'a fait très bien et qui, au fur et à mesure, a pris le lead, a été depuis la 5.5 intégré directement au langage. Et donc, APC devenait déprécié et n'a pas été continué. Donc, en gros, OP Cache, il conserve en mémoire les bytecodes générés par la compilation en OP code. Depuis la 7.4, donc la version 7.4, il y a même une option warm-up supplémentaire qui permet de préchauffer le cache. C'est-à-dire que au moment du démarrage du serveur, les OP caches sont générés et ils sont du coup tout de suite chauds lors de l'appel de l'utilisateur. Petit bémol de cette option, il faut à chaque changement du source, des codes sources, redémarrer le serveur pour rafraîchir ces fichiers en cache. Mais Seb, comment ça marche OP Cache? Bien, comme on l'a dit tout à l'heure, l'OP cache est là pour mettre en cache les fameux OP codes et s'affranchir des 3 étapes coûteuses qui permettent de traduire le code source dans cette représentation, l'OP code. Et donc, par rapport à une portion de code, on vérifie si cette portion de code existe déjà en cache. On interroge l'OP cache. Si c'est le cas, tout va bien. On passe directement à l'OP cache, on récupère les OP codes correspondants, on les redonne à manger à la ZenVM et on a derrière le code machine qui est généré et exécuté. Si c'est pas le cas, et bien là on va prendre le chemin douloureux et long de passer par chaque étape et chaque représentation intermédiaire pour arriver enfin à l'OP code qui lui sera enfin mis en cache pour la prochaine requête qui en aura besoin. Et ensuite on arrive à l'exécution par la ZenVM et le processeur. OP cache est arrivé un petit peu avant PHP 7 et c'était vraiment le jour et la nuit lorsqu'on activait ou non cette fonctionnalité. Et avec l'arrivée de l'AST en PHP 7, comme on l'a dit tout à l'heure, le cumul de l'AST qui permettait de nettoyer un petit peu les OP codes à générer et l'OP cache, on avait un gain de performance et de
d'économie de ressources suffisant pour que des très gros sites tels que Blogger puissent fermer presque un tiers de leurs serveurs pour accueillir exactement la même charge utilisateur et sans aucune perte de performance. Donc on a vraiment des gros gains en cumulant ces deux fonctionnalités en PHP 7. Et arrivons au cœur du sujet, le gîte. Donc, vous me direz, pourquoi si le gîte est si vieux que ça, il arrive que maintenant en PHP? Et ben en fait, il n'arrive pas que maintenant en PHP. Il est là depuis longtemps. Des POC ont été faits, des, des tests, sauf que les résultats escomptés n'étaient pas au rendez-vous et ne justifiaient pas de passer du temps à intégrer ce nouveau compilateur. Donc, dès la version 5, donc c'est quand même dans les années 2005, il y avait déjà des gîtes proposés, sauf que Ziv, que ça y est, vous connaissez, le ZE de Zend, fait un POC qui était tellement abouti qu'ils ont pu l'intégrer dans la version 8, et donc c'est pour ça qu'ils l'ont intégré. Sauf que, comme vous pouvez le voir sur le schéma de droite, les gains ne sont pas fulgurants pour les sites web, et donc du coup ils l'ont désactivé par défaut, à cause notamment du coût de maintenance et du fait que ça ne va pas forcément dynamiser les sites internet, pour une raison simple, c'est que le gîte est très utile pour les calculs lourds. Or, le PHP et donc les sites web n'utilisent très peu de calculs lourds, mais ont beaucoup de dépendance sur d'autres sites, donc des entrées-sorties qui ne profitent pas du gîte. Donc même si le gîte permet un calcul local plus rapide, l'attente de ces dépendances le rend nul. Donc là, vous voyez sur le schéma, à une requête, c'est même pire. Dès qu'on active le gîte, ça double, même voire ça triple le temps de réponse. Et puis, donc, faut attendre le 25 appels pour avoir un petit bénéfice, mais qui vaut vraiment pas le coup. Donc, c'est pour ça qu'il est disponible, mais désactivé par défaut. Seb, comment ça marche Git dans PHP? Bien, Git, comme on dit, c'est just in time, c'est un nouveau principe de cache où cette fois on sera beaucoup plus proche de la machine qui va faire tourner les instructions, et on se place en fait juste après l'OP cache. Parce que là, ce qu'on va mettre en cache, ce n'est plus cette représentation intermédiaire l'OP code, mais directement la version prête à exécuter par la machine. Et comme ça, s'il y a besoin de retransformer des OP cache, enfin des OP codes qui sont dans l'OP cache, on peut bénéficier de ce qu'il y a déjà en cache, côté OP code. Et si on a déjà calculé le résultat, on peut en plus ne pas avoir à retraduire ces OP codes en instruction machine et passer directement à l'exécution CPU. Donc cette dernière étape n'était pas forcément la plus coûteuse dans la chaîne d'opérations qu'on a vue, donc effectivement le gain n'est pas forcément significatif pour des charges de travail telles que les sites web, mais c'est une possibilité d'optimiser encore un peu plus certaines charges de travail bien spécifiques. Et l'importance qu'il y a à voir, c'est que le gîte, dans son implémentation actuelle, est fortement lié à OP cache, car l'espace mémoire qui est utilisé pour mettre en cache ces instructions CPU qui sont prêtes à l'emploi font partie de l'espace mémoire qu'on va allouer à OP cache. D'accord. Et donc, attaquons la deuxième partie. Alors j'espère que ça y est, vous êtes toujours avec nous. On a attaqué la partie un peu complexe. Maintenant, on va attaquer la partie qui fait plaisir à tous les développeurs et qui vont nous permettre d'améliorer notre code et de gagner de nombreuses lignes de code. Commençons avec la première, le constructeur property promotion, qui va nous permettre de déclarer les paramètres de classe qu'une seule fois. En PHP 7, il fallait déclarer les attributs, et dans le constructeur, déclarer les paramètres d'attributs, et après, mettre des valeurs sur les attributs. Maintenant, avec PHP 8 et le constructeur property promotion, on peut le faire directement. Donc, vous voyez le gain, on passe à la moitié de lignes, et donc les DTO vont pouvoir être beaucoup allégés. C'est applicable sur les classes héritées, c'est-à-dire que la classe fille pourra hériter des paramètres déclarés dans la classe mère. Par contre, ça ne marchera
pas pour les classes abstraites et les interfaces qui sont des contrats. Donc c'est normal, il faudra redéclarer. Petite particularité pour le type nullable, il faut bien penser à le typer si on veut lui mettre une valeur nulle. Et des petites exceptions pour les types collables, les mots-clés var et les paramètres variadiques, mais ce n'est pas les paramètres qu'on utilise tous les jours. Petite particularité aussi, si on utilise ça, il ne faut pas déclarer l'attribut, sinon on va avoir une fatale erreur qui nous dit qu'on redéclare un attribut. Donc voilà la première qui va être quand même pas mal pratique et va nous faire gagner du temps et des lignes de code et de la visibilité. Vous verrez en bas sur chaque nouveauté un lien RFC qui permet d'aller voir les particularités de la RFC proposée. Le deuxième qui fait aussi plaisir, c'est l'opérateur null safe. Donc vous voyez à gauche, à chaque fois qu'on voulait récupérer un paramètre d'un objet, il fallait vérifier que cet objet existait. Faisant du TypeScript, j'étais très frustré car ça existe en TypeScript et c'est vrai que voilà, on passe de une dizaine de lignes peu compréhensibles à une ligne. Si session user ou get address est nulle, country sera nul. Donc ça correspond vraiment à ce qu'on a à gauche. Les amateurs du switch vont être contents. L'expression match arrive. Donc déjà, c'est une expression. C'est pas comme switch où il fallait du coup setter une variable. Là, on peut l'utiliser directement et vous voyez le gain de ligne et d'éviter les lignes qui servent à rien, break, etc. On peut cumuler les valeurs. Donc vous voyez $O, $A, $B, $C correspond à $A égale 5, $B, etc. Petite nota bene, il s'agit d'une comparaison stricte, contrairement à switch. Donc si vous switchez de l'un à l'autre, vérifiez vos types. Pour ceux qui Les connaissent, attributs. c'est un peu l'équivalent du when en Kotlin. Et comme on voyait dans le chat, on peut dire que PHP se kotlinise un petit peu et c'est peut-être pas plus mal. Tout à fait. Mais on y reviendra. On y reviendra. On n'aura plus à rougir. Les attributs. Donc ça y est, comme certains l'espèrent depuis longtemps, n'est-ce pas Seb? Oui. Les annotations sont enfin intégrées au code. Donc on peut maintenant rajouter des métadonnées dans le code, donc qui sont visibles dans un vardum par exemple, ou comme ici pour les développeurs de Symfony, on peut déclarer maintenant des routes directement en langage PHP. Donc très utile. Pas de panique, c'est en complément des PHP docs, c'est pas l'un ou l'autre, les deux sont cumulables. Donc on pourra migrer nos projets en douceur, en les passant au fur et à mesure. Les annotations jusque-là en PHP, c'était dépendant d'une librairie tierce qui s'amusait à découper ce qu'il y avait dans les blocs de commentaires au-dessus des différentes méthodes et classes pour définir des pseudo-annotations qui ne faisaient pas partie de ce que le langage lui-même était capable de vérifier. Donc le fait d'avoir cette fonctionnalité-là directement dans le langage, ça fait quand même plaisir. Et vous verrez deux liens, RFC et doc. Pourquoi? Parce que la syntaxe n'est pas la même. En RFC, c'était double chevron. En lien doc, c'est dièse, crochet. La syntaxe du langage Rust, pour ceux qui connaissent. Hop. Argument nommé. Alors ça, je pense que c'est la fonctionnalité qui va faire le plus plaisir. C'est pour l'appel de fonction, on peut maintenant expliciter les variables qu'on renseigne. Actuellement, on ne pouvait pas, c'est-à-dire qu'on indiquait les paramètres dans l'ordre de venue. Par exemple, je vous explique, l'HTML spécial char, on a 4 variables. Avant, on devait mettre dans l'ordre la string, le flags, l'encoding, la chaîne d'encoding et le double encote, dans l'ordre. Maintenant, on peut le mettre dans n'importe quel ordre. On peut commencer par l'encoding, terminer par le flags, du moment qu'on renseigne ces informations. Et surtout, on peut ne plus indiquer les paramètres qui ont une variable par défaut. Avant, si on voulait mettre à jour le double encode, il fallait répéter le string, le flags, l'encoding avec les valeurs par défaut pour enfin mettre le double encote avec la valeur qu'on voulait différencier. Du coup, maintenant, gain de lisibilité. Au moins, on voit en un seul mot ce qu'on veut.
et on n'est pas obligé de répéter les variables par défaut. Donc ça, je pense que ça va nous faire gagner pas mal de temps de recherche dans les fonctions natives et en lisibilité. On peut également les combiner avec les annotations. L'expression throw, donc throw devient une expression, ce n'est plus une déclaration, donc on peut l'utiliser maintenant en retour de fonction ou après avoir testé nos variables. Donc encore une fois, gain de ligne de code. Les nouvelles fonctions pour les amoureux de la manipulation de chaînes de caractères, on a 3 nouvelles fonctions. str contains qui permet de savoir si une sous-chaîne appartient à une chaîne, et str start with and str end with qui permet de savoir si cette sous-chaîne est en début ou en fin de chaîne. Donc fini les str pause où on doit récupérer faux ou 0, ou pour le ends récupérer la longueur de chaîne, voir si ça correspond. C'était un casse-tête, maintenant c'est beaucoup plus simple. Pour débugger, on a une nouvelle fonction qui s'appelle getDebugType qui permet de récupérer l'instance, le type de la classe ou de la variable. Donc, plus besoin de tester si la variable est un objet avant de récupérer sa nature. Les petits plus, donc voilà aussi des petites nouveautés, mais sur lesquelles je pense qu'il n'est pas utile de s'attarder. Il y a l'objet weakmap qui permet de limiter les fuites mémoire, la mise à jour de l'extension DOM à travers voilà, une librairie où il y a quelques fonctions en plus. Les virgules de fin de liste de paramètres sont maintenant autorisées. Fini les fatal errors parce qu'on a oublié une virgule. Et la fonction fdiv permet maintenant de diviser par 0. Donc plus de fatal error quand on divisera par 0 si une variable est égale 0. Quand c'est pertinent, ne divisez pas par 0 quand ça sert à rien. Voilà, c'est si les infos viennent d'ailleurs. Et du coup, vous pouvez récupérer l'infinité maintenant, c'est pas mal. Et Seb, quel est l'avenir alors de PHP? Alors jusqu'ici, on n'a parlé que de la version 8.0 qui est sortie depuis quelques mois maintenant, même si on l'a pas encore vu beaucoup en production. Prévenez vos clients de mettre à jour ces projets parce que c'est important. Et là, on va regarder un petit peu ce qui va arriver dans la liste de fonctionnalités pour la fin d'année 2021 avec PHP 8.1. Et on va commencer avec les énumérations ou enum pour les intimes. C'était quelque chose qui n'existait pas jusque-là et ça manquait beaucoup. Donc là, enfin, on va avoir un moyen propre de définir des valeurs fixes à travers notre code et de façon parlante. Fini les valeurs magiques stockées dans des chaînes ou des constantes éparpillées un peu partout dans le code. On aura des vraies énumérations qui peuvent ou non porter des valeurs. Alors petit détail pour les valeurs portées, c'est soit des chaînes de caractères, soit des entiers, qui sont les types de valeurs portées les plus courantes pour les énumérations. Donc ça fait plaisir, on l'attendait. Et toujours côté PHP 8.1, on a un nouveau type de retour, never, où on explique à PHP que cette fonction-là sera la dernière. Quand on va taguer un type de retour sur une fonction avec never, en gros, PHP va s'attendre à ce que l'exécution du script s'arrête. Donc fini les redirections qui finalement affichent du contenu. Et ça déclenchera une erreur si jamais vous taguez vos fonctions de la mauvaise façon ou si vous continuez à afficher du contenu ou à faire des traitements après une fonction never. Troisième partie, PHP type son jeu. Alors je vous rassure, hein, les adeptes du non-typage, c'est pas un typage fort. On n'est pas encore obligé de typer en PHP, rassurez-vous. C'est juste du plus et c'est juste si on veut bien coder, c'est important de typer ces variables, et PHP permet de le faire de plus en plus. Donc pour ça, le type error, la fatal error, passe du code utilisateur aux fonctions natives de PHP. En PHP 7, seul le code utilisateur générait des fatal errors, sauf que quand on utilisait les fonctions natives de PHP, il ne faisait que des warnings. Donc vous voyez ici pour le strlen qui permet de récupérer la longueur de chaîne,
En PHP 7, il générait juste un warning en nous disant qu'on attendait un string. Maintenant, en 8, il casse et on ne peut pas aboutir l'exécution. Pour l'anecdote, en PHP 7, il fallait renseigner le strict type à côté du PHP là-haut pour avoir le même résultat. L'interface stringable, donc l'avènement de cette nouvelle interface qui permet d'identifier et surtout de forcer les classes à avoir la fonction toString. Donc en PHP, c'est une fonction qui permet de représenter une classe. Donc les amoureux de Sonata vont être contents. Ils vont pouvoir maintenant identifier ou forcer les utilisateurs à rajouter cette fonction. L'union type, donc ça permet maintenant de préciser plusieurs types sur une variable. Donc c'est vrai que ça, c'était manquant. On pouvait typer qu'un seul type. Maintenant, on peut en typer plusieurs. Donc par exemple, très utile pour number, qui peut être soit un entier, soit un décimal. Donc int, float. Donc on peut double typer aussi bien un attribut, un paramètre de fonction ou un retour de fonction. Donc avant, on utilisait PHP docs, donc les annotations dont parlait Sébastien tout à l'heure, qui étaient seulement interprétées par l'IDE. Et ça, c'était quand on codait bien. Maintenant, voilà, c'est directement intégré au langage, donc top. Des petites exceptions, donc void doit être unique. Normal, c'est un retour unique. Nul doit être spécifié en toutes lettres si on dépasse plus de 2 types. C'est-à-dire que si on a int et nul, eh ben, un point d'interrogation suffit. Par contre, si int, float ou nul, il faut préciser nul. Il y a un type false aussi qui permet pour les fonctions de manipulation de string qu'on connaît tous, les strpos, s'ils ne trouvent pas l'information, on renvoie false. Donc c'est pas bool, le type c'est faux. Donc voilà, true ne fonctionnera pas. Ça va être utile, tous ces petits trucs-là. Ouais. Oui, au moins ça va. Voilà, on va encore une fois améliorer notre code, c'est le but. L'avènement mixte qui correspond à any en TypeScript et peut-être d'autres, et le retour statique. Voilà, éviter. Il vaut mieux pas, mais au moins maintenant on peut. Avant on typait pas du tout, du coup. Là au moins on peut préciser que c'est pas propre. Et la dernière, donc attention à la casse. Donc petite allusion à l'apérocode de Francis sur les containers. Ne vous amusez pas à changer la version de PHP dans votre container Docker et le balancer en prod directement. Ça risque de casser parce que il y a des restrictions plus strictes. Il y a des compatibilités plus strictes au niveau des méthodes abstraites des traits. C'est-à-dire que la classe qui utilise la méthode doit respecter ce qui a été défini dans le trait au niveau des classes abstraites. Et pareil pour les classes héritées, les classes filles doivent respecter les méthodes de la classe mère. Alors pour tout vous dire, je ne savais même pas que c'était autorisé en PHP 7, mais si, apparemment. Mais donc voilà, chose à pas faire. Donc là, tant mieux. Au moins maintenant, on ne peut plus le faire. Comme ça, vous êtes sûr de pas le faire. Maintenant, ça a pété une erreur. Voilà. Donc c'est bien, au moins ça va nettoyer un peu les codes. Comparaison entre chaînes et valeurs numériques sont devenues plus strictes. Alors rassurez-vous, on peut toujours comparer un nombre avec une chaîne. Sauf que maintenant, on ne peut pas comparer un 0 avec une chaîne foo ou avec une chaîne alpha ou avec une chaîne vide. Maintenant, c'est faux, alors que c'était vrai à l'époque. On peut toujours trimer, donc et supprimer les espaces, mais on ne peut plus comparer un chiffre avec un chiffre concaténé avec une chaîne. Donc voilà, c'est un petit peu plus strict, on y va par étapes. Peut-être que en version 9, on pourra plus comparer les nombres et les strings. Les opérateurs numériques, maintenant, vérifient que ce sont bien des valeurs numériques qui sont comparées. Sinon, ils génèrent une type error, sauf bien sûr pour le plus qui permet toujours de merger deux tableaux. Les petits plus, vous retrouverez à travers cette URL la liste de tous les changements sur les erreurs dans la version 8. Et info importante, les arrobas ne suppriment plus les fatal errors. Donc fini les arrobas filegetContent quand on veut récupérer le contenu d'une URL qui n'existe pas. Maintenant, ça cassera le code. Donc faites attention. Et en conclusion, j'ai envie de dire que PHP n'a plus besoin de rougir face aux nouveaux langages qui ont des syntaxes sympas,
tels que TypeScript ou Kotlin, c'est vrai que PHP les intègre de plus en plus. Donc voilà, comme le disait tout à l'heure Seb, PHP est loin d'être mort et se professionnalise, je trouve, de plus en plus. Et Seb, le mot de la fin? Arrêtez de coder avec la trompe et mettez Et à jour vos voilà. projets. Eh ben, je vous remercie. Ça m'a fait vraiment, enfin, ça nous a fait plaisir d'animer cette présentation. Ça m'a permis voilà, d'apprendre des choses, parce qu'en présente, on apprend des choses. Et puis merci à Sébastien qui m'a expliqué beaucoup de choses et qui m'a soutenu dans cette première présentation qui était la mienne. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a l'onglet Alors, questions et puis on a une je vous première remercie. question de Mathieu qui demande avec FDiv quelle est la valeur de retour quand on va diviser par 0? Eh ben, c'est 0. Alors, et même Il pas, me c'est une nouvelle semble. constante. Quand on va faire une division avec la nouvelle fonction fdiv, on va recevoir une constante qui correspond à infini. Et en fonction du signe du chiffre qu'on divise par 0, ce sera infini en positif ou en négatif. Et je crois même qu'il y aura un nouveau mot-clé qui sera dédié à ça. Il y a une autre question d'Edouard. PHP et GraalVM, un avenir? Alors, peut-être, parce que on disait, côté PHP, on a l'OP-code qui est un peu l'équivalent des bytecode pour les langages basés sur la JVM. Par contre, il ne me semble pas que pour l'instant ce soit compatible. Donc il faudrait en fait, au niveau du moteur PHP, soit créer un OP-code compiler qui permette de générer des bytecodes compatibles JVM pour qu'on puisse ensuite en faire un exécutable natif avec GraalVM. Et auquel cas, là, peut-être qu'on pourrait bénéficier effectivement d'un JPHP, comme on pourrait trouver du Jython pour le Python sur la JVM dans la communauté. Mais il y a une idée. Comme dirait l'autre, pull request accepted. Alors, une autre question. Quelle opinion sur la conteneurisation de PHP? Et ensuite, on verra pour le serverless. Je sais pas si toi, tu as quelque chose à dire sur la partie conteneur. Ça s'utilise bien? Elle se fait bien. Elle se fait bien. Ça marche? Mais je crois que tu es mieux placé que moi pour cette partie. Nous, on l'utilise pas mal. Enfin, on conteneurise directement le runtime du langage avec toutes les dépendances et les outils qu'on utilise sur les projets. A priori, ça se passe plutôt pas mal. On a même eu des surprises parce qu'avec les nouveaux MacBook M1 qui nécessitent des builds spécifiques compatibles, le Docker for Mac fait le job en termes de compatibilité pour ne pas avoir à rebuilder spécifiquement pour les MacBook M1. Du coup, ça marche bien. Pour le serverless, j'ai envie de dire, serverless, c'est un très vieux sujet côté PHP parce que, entre guillemets, le modèle serverless, c'est un peu comme ça que PHP fonctionne déjà de base. C'est juste que le serverless, c'est un nouveau branding sur ce mode d'exécution. Mais on a les outils qu'il faut pour faire du serverless à nouvelle sauce avec principalement le petit utilitaire bref de Mathieu Napoli, je crois. Qui est compatible AWS. Et côté Google Cloud, PHP est directement accessible comme langage pour coder des Google Cloud Functions. Donc vous pouvez faire dès aujourd'hui du serverless en PHP chez Google. Pas d'autres questions a priori. Je suis en train de dire le chat. Il va nous rester à vous. Ouais. Ça va, ça a pas trop trollé, hein, c'est gentil, merci le chat. Non, merci. Vous m'épargnez, c'est bien. En tout cas, j'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à l'entendre que moi à le préparer. Et puis, s'il n'y avait qu'une chose à retenir, mettez à jour vos projets PHP. Le futur de PHP, c'est bien. Et adoptez des éléphants. Ils sont gentils. C'était très bien, messieurs. Merci pour cette très belle présentation. Je pense que nos spectateurs ont apprécié. Vous n'avez d'ailleurs que des merci, j'ai l'impression. C'était très, très bien.
Et puis, effectivement, PHP muscle son jeu puisqu'il se rapproche des langages un peu top en ce moment que sont Kotlin et TypeScript. Donc, longue vie à PHP a priori. C'est bien dit. Donc, bien évidemment, prochain apéro code, donc on changera un peu de sujet, on passera sur du JavaScript. Donc, on aura Mathieu Broutin, notre architecte front-end, qui vous présentera le nouveau framework Svelte.js. Donc, ça se déroulera le 27 mai prochain. Donc, on compte sur vous, sur votre présence. Ça sera encore, j'en suis sûr, très sympa et très instructif. Bien des nombreux, le Svelte, c'est bon, mangez-en. On peut en manger beaucoup et on ne grossit pas. Ouais, Voilà. sinon t'es pas svelte. Bonne soirée à tous, merci. Merci messieurs, bonne soirée à tout le monde. À très bientôt. Merci, au revoir.